Benoît Stanislas Sankara a été reconduit à la tête de l'Union pour la Renaissance Parti Sankarista. C'est l'une des conclusions du deuxième congrès de l'UNPS, un congrès qui s'est achevé ce dimanche et qui a connu la participation des militants venus des 45 provinces du Burkina Faso. Nous sommes dimanche et nous consacrons le grand format de cette édition à l'engouement des Burkinabés pour les restaurants aux abords des rues et aux conditions d'hygiène dans ces endroits. Des conditions qui sont de nature à vous couper l'appétit. Heureusement que dans ce milieu, il y a aussi de bons exemples. Nous en parlerons davantage avec l'invité de cette édition, le professeur Nicolas Barrault du laboratoire d'épidémiologie et de surveillance des virus et bactéries transmissibles par les aliments. Aux États-Unis, Donald Trump a entamé ses premières activités diplomatiques. Il s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants souhaitent des relations d'égal à égal pour lutter contre le terrorisme. Bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, le président du Faso est depuis hier à Addis Abeba pour le 28e sommet de l'Union africaine. L'ouverture officielle de ce sommet aura lieu demain, mais ce dimanche, les chefs d'État et de gouvernement ont eu une rencontre à huis clos sur les réformes institutionnelles de l'Union africaine. Pour en savoir davantage, nous retrouvons Aboubakar Sayon sur place dans la capitale éthiopienne. C'est dans l'une des salles du siège de l'Union africaine située juste derrière moi que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sont réunis à huis clos pour discuter de la réforme institutionnelle de l'organisation. Lors de ce conclave qui se tient un jour avant l'ouverture officielle des travaux du 28e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement vont examiner les propositions de réformes faites par Paul Kagame, le président rwandais qui avait été commis à cette tâche en juillet 2016 à Kigali. L'objectif de ces réformes, c'est de parvenir à une meilleure organisation de l'Union et surtout à un meilleur fonctionnement de ses organes. Retour au Burkina Faso où l'association Éducation sans frontières a offert du matériel au centre médical avec antenne chirurgicale de Touga. La cérémonie de remise de dons est intervenue ce dimanche en présence du Premier ministre qui a traduit la reconnaissance du gouvernement aux donateurs. Paul Kabatieba en a profité pour visiter les locaux du CIEMA afin de s'imprégner des réalités que vivent les agents de ce centre de santé. Le reportage de Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Des automates d'hémodialyse, des kits d'ophtalmologie, des consommables de chirurgie et de médecine générale, voici entre autres matériels médico-techniques que l'association Éducation sans frontières, en collaboration avec la République de Danemark, a offert au centre médical avec antenne chirurgicale CMA de Tougan. Une dotation saluée par le chef du gouvernement Paul Kabatieba. Le don qui a été reçu est impressionnant, c'est des matériels de haute qualité. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est j'ai vu qu'il y a des unités également d'équipement de ce centre d'hémodialyse. Ce qui est une denrée plutôt rare au Burkina Faso aujourd'hui, où nous disposons actuellement, que je pense que, monsieur le ministre, je passe votre contrôle, que d'une seule unité fonctionnelle d'hémodialyse actuellement. Va profiter non seulement au centre médical de Tougan, mais également aux unités médicales donc, de la région et pourquoi pas donc, de tout le Burkina Faso. Donc je les remercie très sincèrement au nom du gouvernement. À cette occasion, le Premier ministre a visité les locaux du CMA, une opportunité pour toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontés ce centre médical. Ces difficultés trouveront des solutions dans la politique du gouvernement qui vise à mettre fin aux inégalités d'accès aux soins médicaux selon Paul Kabatieba. On voit que les locaux sont exigus, le matériel souvent du matériel de qualité, du matériel de pointe, est exposé donc aux intempéries et puis à la poussière. Donc à la dégradation rapide donc, du matériel quand même, qui a coûté cher soit à l'État, soit aux bienfaiteurs, aux donateurs qui ont bien voulu faire l'effort donc, de nous envoyer donc, ces matériels. Donc il importe que le matériel qu'on prenne soin du matériel. On va également constater au niveau de la pédiatrie qu'il y a un manque important de matelas également et puis également de certains matériels qui pourrait donc améliorer donc, le fonctionnement donc, de la pédiatrie. L'association Éducation sans frontières investit également dans le domaine de l'éducation.
Actualité sur la vie des partis politiques à présent. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a tenu son deuxième congrès ordinaire à Ouagadougou. À ce congrès, il a été question du renouvellement du bureau exécutif du parti, dont la présidence sera toujours assurée par Maître Benouendé Sankara. Par ailleurs, les congressistes ont fait une relecture des statuts et règlements du parti UNIR-PS afin de les conformer aux réalités actuelles. Ce congrès, qui a duré 3 jours, s'est achevé ce dimanche à Konsun Koulibaly, Ismaël Diloma Sirima. Maître Benouendé Stanislas Sankara est réélu à l'unanimité comme président de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste. À ce deuxième congrès ordinaire de l'UNIR-PS, les participants ont procédé au renouvellement du bureau exécutif, fort de 29 membres. Les congressistes venus des 45 provinces ont également effectué la relecture du statut et du règlement intérieur du parti de l'œuf avant d'apprécier le plan national de développement économique et social. En plus, les congressistes interpellent les décideurs à multiplier les initiatives pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'assurer au mieux une quiétude pour les Burkinabés. Par ailleurs, ils ont réaffirmé leur alliance avec le mouvement du peuple pour le progrès. Alors qui crut qu'un certain Simon Comboré se retrouvait à un congrès de l'unité? Pour sa part, le président réélu du parti de l'œuf dit se réjouir du bilan de la participation de l'UNIR-PS à la gestion du pouvoir d'État. Toutefois, Maître Benouendé Stanislas Sankara a fustigé le capitalisme sauvage et a lancé une invite à s'appuyer sur nos propres forces. Même exercice du côté de l'ADR, l'Alliance des démocrates révolutionnaires. Ce parti a également achevé son deuxième congrès ordinaire ce 29 janvier à Ouagadougou. Les travaux de ce congrès ont porté sur l'amendement des textes et la réorganisation du bureau exécutif de ce parti. L'ADR a également fait le point de son expérience dans les regroupements des partis politiques au Burkina Faso. Des précisions avec Amadou Ilboudo et Aruna Mari. À ce deuxième congrès ordinaire, ces militants et sympathisants de l'Alliance des démocrates révolutionnaires ADR ont dressé le bilan de leur expérience des regroupements politiques. Depuis 2005, date de création du parti, l'ADR a connu 3 regroupements selon son premier responsable. Des regroupements qui n'ont pas permis au parti de faire rayonner l'idéal révolutionnaire. L'idéal révolutionnaire qui est le nôtre commande des sacrifices que tout le monde n'est pas prêt à faire. La révolution demande que l'on se batte pour l'égalité, la justice sociale et la liberté du peuple, à s'impliquer effectivement dans la gestion du pouvoir qui est prioritairement le sien. À ces assises, les congressistes venus de 15 provinces ont également procédé au toilettage des textes du parti et revu à la hausse la composition de son bureau exécutif. De 9, il passe désormais à 12 membres. Pour ce parti, la flamme révolutionnaire doit rester allumée en dépit des embûches sur le chemin. Nous voyons qu'il y a beaucoup à faire dans un pays premièrement pauvre comme le nôtre, et ensuite où en tout cas certaines pratiques perdurent depuis la mort du président Thomas Sankara, depuis les pratiques de la corruption, le vol des deniers publics, et c'est ce qui fait souffrir les autres. L'ADR a condamné les récentes attaques terroristes survenues sur le sol burkinabé. Pour la sécurité des personnes et de leurs biens, ce parti qui a suspendu son affiliation au chef de file de l'opposition a demandé le renforcement du dispositif de surveillance aux frontières. L'Union pour le progrès et le changement section Kadiogo a fait le bilan des activités de 2016. La rencontre bilan s'est tenue le vendredi dernier, une rencontre qui a réuni les premiers responsables et les militants de l'UPC. Occasion pour eux également de se souhaiter les vœux à l'occasion du nouvel an. Le reportage de Yacouba Gamine et Zubavier David Dabiri. Les responsables de l'Union pour le progrès et le changement section Kadiogo sont face à leurs militants. Objectif, remercier la base électorale pour les acquis politiques engrangés en 2016. Acquis qui, selon Rabi Amigo, permettent aujourd'hui au parti du Lion de s'imposer dans la région du centre. Nous avons participé efficacement aux élections municipales de mai 2016, où nous avons eu
127 conseillers municipaux, 77 à Ouagadougou et 50 au niveau des communes rurales. Nous avons eu à gérer 5 municipalités à Ouagadougou et une au niveau maintenant des communes rurales. Donc nous avons beaucoup de nos responsables qui occupent des postes de premier adjoint. L'occasion faisant le larron, Rabi Yamiogo saisit l'opportunité de la rencontre pour adresser ses vœux de nouvel an à ses militants. Nous avons formulé tout naturellement des vœux de meilleure santé, de paix et de stabilité pour notre pays. Vous savez que notre pays a été ébranlé cette année pour les attaques terroristes. Donc des fils de notre pays ont perdu la vie. Nous avons aujourd'hui perdu des militants et des militantes, des parents et des parentes. Donc nous avons fait observer une minute de silence pour ces gens et demander que Dieu les reçoive. Pour 2017, le PC section Kadiogo va s'inscrire dans la formation des militants et en particulier celle des femmes, foi de Rabi Yamiogo, qui compte ainsi donner un nouveau souffle au Parti du Lion. Cette question à présent, les préoccupations des populations sont-elles réellement prises en compte par les pouvoirs publics? Non, selon la coordination nationale du collectif syndical CGTB qui reconnaît que la situation est la même au Burkina que dans les autres pays du monde. Les membres de cette coordination sont parvenus à cette conclusion au terme d'une journée de réflexion organisée hier à Ouagadougou. Plus de précisions avec Adama Guiti et Vincent Tchenrebego. À la Bourse du Travail ce samedi, le monde syndical s'est donné une journée pour peindre le tableau caractéristique de la situation sociopolitique au Faso, en Afrique et dans le monde. Pour le collectif syndical CGTB, le pouvoir actuel au Burkina n'a pas répondu aux attentes du peuple. Au niveau de la justice, le pouvoir s'est montré totalement incapable de s'attaquer à l'impunité des crimes économiques et de sang. De grands dossiers de crimes de sang, comme ceux de Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune, de Dabo Boukari, de Thomas Sankara, des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et de la résistance victorieuse au putsch du 16 septembre 2015, etc., piétinent toujours. Basolma Bazier et ses camarades craignent que le PNDS n'occasionne un endettement extérieur considérable, ce qui risque d'hypothéquer la souveraineté nationale. Quant à la lutte antiterroriste en Afrique, un subterfuge des grandes puissances, selon le collectif. La lutte contre le terrorisme n'est ici qu'un subterfuge des puissances impérialistes pour sauvegarder ou conquérir des positions géopolitiques et géostratégiques dans les pays de la bande sahélo-sahélienne afin d'y renforcer leur domination néocoloniale. Et pour un changement à tous les niveaux, la rencontre fait appel à la lutte organisée des masses populaires. Autre point de l'actualité, et nous ouvrons le grand format de ce dimanche consacré à l'hygiène dans les restaurants. Et quand on parle de restaurants, les plus nombreux et les plus fréquentés sont ceux qui sont aux abords des rues. Cette fréquentation est due à la cherté de la vie et à l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Constat à Ouagadougou sur l'engouement pour ces lieux de restauration. Dans ce élément signé Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traouri. Dans ces restaurants en plein vent, on y trouve des mets variés, des plats locaux comme modernes. Dans ce restaurant, le client a l'embarras du choix entre le thau, le haricot au couscous ou mélangé avec du riz, les pois de terre, les beignets ou gonrés en langue nationale morée, le riz au gras, le riz sauce. Il est 12 heures passées. La faim tracasse ses clients. Ils ont besoin de reprendre rapidement des forces. Mais ici, il faut s'armer de patience et de courage. Le rang est long. Les plus pressés lavent et même les plats pour se faire servir. Mais pourquoi donc autant d'engouement? Les raisons sont multiples. Je me sens dedans un peu mieux. Parce que c'est moins cher par rapport aux autres. Et c'est bon, ça me plaît. Je suis venu travailler au chantier. Moi, la famille n'est pas proche d'ici. Il faut forcer que je mange ici. Il y a manger, mais comme si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas approcher là-bas. Ici, bon, c'est un peu moins cher. Mais par rapport à les autres, quoi.
Il y a des plats de 100 francs et même moins que ça. Ces restaurants situés aux abords des rues font l'affaire de nombreux Ouagalais. Des familles entières s'y nourrissent souvent. La vie est chère et les gens sont pauvres. On ne peut plus acheter un sac de riz ou de maïs pour la famille. C'est pourquoi certains sont contraints de manger ici. Les prix sont à la portée de tous, mais de l'avis de certains clients, la quantité de la nourriture a diminué ces derniers temps. Même ça, là, j'ai mangé 300, mais ça ne m'a pas suffi. Je voulais ajouter, même si vous pouvez ajouter quelque chose, mais je vais avaler encore. Les choses ont changé. Il y a des plats de 100 francs, certes, mais la quantité a considérablement diminué. Une situation qui s'explique. Les prix de matières de base ont augmenté. L'huile, le riz et autres. On n'en trouve même pas sur la place du marché. Tout compte fait, vendeurs et clients y trouvent leur compte. Et s'il y a une question que beaucoup de clients de ces restaurants ne se posent pas, c'est de savoir les conditions d'hygiène dans lesquelles ces restaurants fonctionnent. Le constat est que l'environnement de préparation des plats servis dans ces restaurants laisse souvent à désirer. Les règles élémentaires d'hygiène sont loin d'être respectées par la majorité de ces restaurants. Une situation que les services d'hygiène des communes tentent de combattre à travers des contrôles inopinés. Une de nos équipes a suivi ce genre d'opération et c'était un reportage signé Moussa Ouedraogo et Omar Zambri. La propreté a pris ses jambes à son cou. Il y a belle lurette dans ce restaurant populaire. Et apparemment, ni le patron et encore moins ses employés ne semblent être gênés par ce qu'ils voient. Nous sommes au quartier Quatriard. Le repas n'est pas encore servi aux clients, mais le spectacle donné à voir dans la cuisine est à couper l'appétit. Du sel alimentaire à même le sol. Des viscères de poulet passés au feu. Et tout ça dans une cuisine qui a une odeur à vous faire vomir vos tripes. Pour les agents du contrôle d'hygiène, cette insalubrité criarde commande des mesures fortes, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que le service passe dans cette gargote. L'année 2016, nous sommes venus ici 3 fois. Et on débute cette année encore avec votre restaurant. Et les conditions d'hygiène ne changent pas. Tu viens de le constater, tout est insalubre. Il y a la présence des toiles d'araignée partout. Le local n'est pas nettoyé. C'est des moisissures un peu partout dans ton restaurant. L'évacuation des eaux usées, comme tu peux le constater, c'est carrément sur la voie publique. Le système de lavage n'est pas propre. Et dans ces conditions, franchement, nous allons vous demander, et à partir de cette convocation, on va fermer votre restaurant. C'est vrai, l'argent est bon, mais la santé est meilleure. Je vous dis merci. On va bien arranger. Ce client est un habitué du coin. Interrogé sur l'hygiène de ce restaurant, il dit ne pas se poser de questions à chaque fois qu'il vient chercher à manger. Si je viens seulement, je reste dans le restaurant là pour manger. Je ne veux pas venir entrer dans la cuisine là pour regarder à quoi il y a quoi dedans. Nous quittons ce lieu pour un autre avec un aspect plus attractif. Ici, tout paraît propre, sauf que la latrine est pleine et attend d'être vidée. Le bon élève du jour de Monsieur Tout Propre dans la restauration est ce restaurant situé au quartier Ouemtenga. La cuisine, les tables, les toilettes, rien n'a échappé au coup de balai. Tout est propre, même si le zéro faute semble être un idéal difficile à atteindre en la matière. Il y a toujours quelque chose à dire. Comme dans ce restaurant où nous sommes, vous avez vu qu'au sortir des toilettes, on a trouvé qu'il n'y a pas de savon pour laver les mains. On a demandé, ils ont dit que sûrement un client a empoché la boule de savon, sinon en tout cas eux ils disposent de savon. Pour éviter d'attraper des maladies liées à la mauvaise hygiène dans les restaurants, telles la fièvre typhoïde, le choléra et bien d'autres, les agents du service d'hygiène recommandent aux clients de fréquenter les restaurants propres car la santé n'a pas de prix. Et pour parler de ce sujet, nous recevons le professeur Nicolas Barrault. Il est du laboratoire d'épidémiologie et de surveillance des virus et bactéries transmissibles par les aliments. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors déjà, est-ce qu'au niveau de votre structure, il y a des recherches qui sont faites donc, sur l'importance ou la place même donc, que ces restaurants occupent dans l'alimentation des Burkinabés? Merci bien pour vous intéresser à cette question, qui est une très grande question et également une question, j'allais dire, d'importance sanitaire au niveau du Burkina Faso. Il faut dire tout d'abord il faut définir d'abord ce que c'est que l'alimentation de rue. Donc, les aliments de rue se définissent comme étant des aliments qui sont vendus
dans les endroits publics et accessibles à bon nombre de la population. Et donc, à ce titre, il y a beaucoup de gens qui y vont. Je suivais tout à l'heure le reportage, c'est assez caractéristique du secteur de l'alimentation de rue. Et l'alimentation de riz également a une très grande importance socio-économique dans la vie des populations, surtout dans les grandes villes. Vous voyez que c'est un secteur qui génère de l'emploi et également ça permet à certaines catégories socio-professionnelles d'avoir accès à des aliments à moindre coût. Ça a été dit tout à l'heure. D'accord. Et en dehors de ce qui est ressorti dans le reportage, est-ce qu'il y a d'autres manquements qui sont constatés au niveau de ces restaurants-là? Alors, malheureusement, vous voyez, ces aliments de riz sont produits à partir de technologies artisanales et vous voyez, dominés par des opérations manuelles, ce qui entraîne des contaminations. Et le problème d'hygiène se pose, et c'est vraiment ça la caractéristique des aliments de rue. Et donc, il y a beaucoup de problèmes d'hygiène liés au manquement de certaines règles d'hygiène, notamment ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques d'hygiène. Et bien sûr que cela va entraîner un certain nombre de pathologies que nous allons observer chez les consommateurs. Justement, c'est la question que j'allais poser. Quels sont les risques véritables en termes de maladies pour les personnes qui fréquentent ces restaurants où l'hygiène laisse souvent à désirer? Alors, selon nos études, il est ressorti que la plupart des consommateurs se plaignent de ce que nous appelons les gastro-entérites, donc les maux de ventre couramment dit. Alors, ces maux de ventre sont liés bien sûr à un certain nombre de contaminants qu'on retrouve dans les aliments. C'est vrai que les contaminants, il y a plusieurs natures. Il y a des contaminants que nous appelons des contaminants chimiques. Il y a des contaminants physiques. Les contaminants physiques, vous pouvez rencontrer des grains de sable, des morceaux de cheveux, des morceaux de bois. Et il y a les contaminants biologiques. Et les contaminants biologiques vont des organismes métazoaires jusqu'aux virus qui sont des plus petites entités infectieuses. Et la plupart des contaminants microbiens que nous rencontrons dans les aliments de rue, ce sont bien sûr les E. coli, les salmonelles, les shigelles, les campylobactères, les yersinia, donc et bien d'autres, notamment la bactérie du choléra également. Alors, on voit que les services d'hygiène tentent tant bien que mal de combattre ce phénomène à travers des contrôles inopinés. Est-ce que vous pensez que cette action-là est suffisante? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il faut bien cerner ce secteur informel de l'alimentation. La répression n'est pas forcément la bonne solution. Je pense que lorsque nous regardons l'importance socio-économique de ce secteur, qui génère de l'emploi, qui permet à certaines catégories de la population d'avoir accès à des aliments, je pense qu'il faut évoluer vers, la formation, l'encadrement de ce secteur. Heureusement, je parlerai d'une grande organisation, association, ASMAD, qui a déjà entrepris quand même quelque chose dans ce sens et a eu à former un certain nombre d'acteurs dans la préparation, dans les bonnes pratiques d'hygiène, afin que les prestations de services soient vraiment à la hauteur de ce qui est attendu par les consommateurs. Ça veut dire sans aucune contamination ou sans aucun mal associé, bien sûr, à la consommation des aliments de rue. Alors, professeur, avant de revenir à vous, nous poursuivons donc pour dire que tout n'est pas sombre dans ce secteur. Des restaurants qui respectent les règles d'hygiène, on en trouve également dans les villes comme Ouagadougou. C'est un hasard peut-être, mais les restaurants qui font du respect de l'hygiène leur priorité sont la plupart tenus par des femmes. Elles s'appliquent pour que les clients se restaurent en toute quiétude. Découvrons des restaurants modèles en termes d'hygiène dans cet élément signé Ibrahima Sombier et Mounira Keri. Dans le restaurant de Caroline Ouedraogo, situé au quartier Paglaïri, on trouve du riz et des mets locaux, mais ce qui retient le plus l'attention, c'est l'ordre et la propreté qui y règnent. Aucun détail n'est laissé dans les oubliettes quand il est question de respecter les règles d'hygiène. Laver proprement mes assiettes et balayer bien mes coins et jeter l'ordi là un peu loin. Et faire tout, ne pas déposer les plats sales là où je vends ma nourriture. Dans cet autre restaurant que l'on trouve à Kiloin, chaque femme a son rôle. Une pour servir les repas, une pour encaisser l'argent et les autres pour s'occuper des clients. Au-delà de cette organisation, les coins et les recoins sont bien nettoyés, l'eau de la vaisselle placée loin de la nourriture et les tables immédiatement débarrassées pour éloigner les mouches. J'ai porté des bonnets. Et tout ça, ça compte parce qu'on a vu, dans le laboratoire, ils ont enlevé les cheveux, même fait des examens. Et puis, on a même les mains. On a touché l'appareil et puis ils nous ont montré de quel degré le microbe se développe. Autant de comportements appréciés positivement par les clients. Elles sont
propre. Quand je vois la façon dont elles lavent leurs plats, l'entretien qui m'attire. Il y a certains lieux, tu arrives, c'est du désordre total. Dans ce restaurant, c'est propre parce que je vois un peu les qualités d'hygiène. Quand vous regardez, ce soir, vous voyez que tout est OK. Toutes ces femmes sont membres de la coalition des associations des restauratrices de rue, un regroupement d'environ 5000 femmes qui a pour credo le respect des règles d'hygiène au sein de leur restaurant. Et pour cela, elles ont à leur côté l'ONG ASMAT, une structure d'aide au développement endogène qui fait de la promotion des bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire son cheval de bataille. Nous avions pu développer une série de modules, notamment des modules en lien avec l'hygiène et l'assainissement du cadre de vie. Les femmes, en tout cas, ont acquis des connaissances et arrivent désormais donc à produire qualité. Nous avons été formés en hygiène, par exemple, comment tenir l'argent. Quand on sert le repas, on ne doit plus toucher l'argent avec la même main, car l'argent c'est du poison. Propreté rime avec confiance de la clientèle, c'est la conviction de ces femmes, membres de la coalition des restauratrices de rue, qui invitent les personnes exerçant dans la restauration au strict respect des règles d'hygiène. Alors, professeur Barreau, une réaction à la suite de ce reportage? Je suis particulièrement très satisfait de ce qui vient d'être présenté. Je pense qu'en matière d'hygiène, il faut suivre ce qu'on appelle les bonnes pratiques d'hygiène. Et en suivant tout à l'heure l'élément, je me retrouve dedans. Effectivement, il y a un certain nombre d'analyses que nous avons eu à faire avec ces associations regroupées au sein de l'ONG ASMAT pour leur montrer où se trouvent ces agents qui peuvent souiller, bien sûr, leurs aliments. Voyez la pièce de monnaie, voyez les billets de banque. Nous les avons analysés et nous avons trouvé que c'était des vecteurs, on les appelle des vecteurs passifs, qui peuvent transporter plusieurs germes. Et donc, si vous vendez et que vous servez, vous tenez l'argent avec la même main dans laquelle vous allez utiliser pour servir, ce n'est pas indiqué. Il y a des procédures très simples. Et même la vaisselle doit être dans un environnement où c'est à l'abri quand même des lieux de service. Et tout à l'heure, il y a 3 secteurs qui ont été dégagés. La personne qui vend, la personne qui reçoit l'argent et bien sûr d'autres personnes qui font d'autres opérations de lavage de la vaisselle. Je pense que c'est ça les bonnes pratiques. Il n'y a pas grand-chose. L'OMS même a défini ce qu'on appelle les 5 clés de l'hygiène où il faut en priorité laver les mains. Alors, professeur, on a vu aussi dans le reportage la dame qui utilise du pétrole pour nettoyer une table. Est-ce que cette pratique-là est recommandée? Alors, utiliser du pétrole dans un environnement alimentaire, ce n'est pas recommandé. C'est ce que nous disons. Souvent, ces acteurs, avec des connaissances, j'allais dire, plus ou moins sur la notion de certains éléments, les utilisent à certaines fins qui, en réalité, n'est pas destinée à cela. Certains qui utilisent, j'allais dire, des insecticides pour conserver des aliments ou qui utilisent des huiles frélatées, ce n'est pas indiqué. Donc, le pétrole, non. Il y a d'autres agents qui permettent de refouler les insectes. On peut les utiliser dans des espaces alimentaires. Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a une collaboration entre votre structure et puis les services d'hygiène et pour que les lieux de restauration ne soient plus des lieux pour attraper des maladies? Bien sûr qu'il y a une très grande collaboration. Lorsque nous avons entamé nos travaux de recherche sur ces questions d'hygiène en alimentation de rue, nous avons pris contact bien sûr avec les services d'hygiène, notamment la direction de l'action sanitaire, et nous avons eu à évaluer un certain nombre de conditions de vente ou de caractérisation du secteur de l'aliment de rue. Et bien sûr que ça a été vraiment très, très, très fructueux. Nous avons eu même à conduire des formations ensemble. Je pense que c'est assez salutaire, cette action, parce que le chercheur ne doit pas être cloîtré dans son laboratoire. Les résultats de la recherche, donc ce que nous avons trouvé, il faut que nous les mettons quand même à la disposition de ceux qui peuvent décider ou d'améliorer la politique en matière de sécurité sanitaire des aliments. Et là, c'est notre rôle et nous le faisons en collaboration avec, bien sûr, tous ces acteurs. Merci beaucoup, professeur Nicolas Barreau. Je rappelle que vous êtes du laboratoire d'épidémiologie et de surveillance des virus et bactéries transmissibles par les aliments. Merci donc d'être passé nous entretenir sur ce sujet.
Suite de cette édition, et nous parlons de culture à présent. Une soirée d'hommage à des PCA, entendez par là des personnalités culturelles de l'année. Elles sont 12 PCA à avoir été célébrées au cours d'une soirée hier à la salle des banquets de Ouaga 2000. Cette cérémonie d'hommage était à sa 5e édition et les trophées ont été décernés à ces PCA qui sont des artistes et des acteurs du monde de la culture qui ont marqué l'année 2016. Le reportage de Constant Koulibaly, Mariam Dao et Aruna Mari. En live, pour démontrer son talent, Emilio Le Chanceux fait partie des 12 personnalités culturelles de l'année 2016. Ça fait vraiment plaisir d'être l'artiste de l'année aux 12 PCA cette année. Vraiment, c'est un réel plaisir pour moi, c'est une première fois et cela va beaucoup encore m'encourager à mieux travailler. Le prix du meilleur spectacle de l'année revient à Biza Productions pour l'organisation du concert d'Alpha Blondy. À cette cérémonie, plusieurs acteurs de la culture reçoivent des distinctions. C'est vrai qu'on fait ce métier pas pour recevoir les prix, c'est vrai, mais recevoir un prix, c'est la preuve qu'on vous suit et que votre passion ne reste pas que pour vous seul. Donc ça réchauffe, c'est énormément de plaisir. Je tiens à féliciter tous les lauréats et surtout à féliciter le promoteur de cette soirée des 12 PCA. Si ma personne est honorée, c'est à mettre à l'actif de tous ceux qui m'accompagnent au sein du département de la culture, ainsi que de tous les créateurs et acteurs culturels et touristiques. Je pense que c'est une surprise agréable, ça m'encourage à encore m'investir davantage. C'est un rendez-vous culturel qui a également magnifié l'art dans sa diversité. C'est un bilan, je pourrais dire, largement positif. Davantage d'autant plus que nous sommes en train de terminer une très belle soirée, un très beau samedi avec le sport qui a été à l'honneur, notamment avec le football. Et c'est tellement très bien, d'autant plus que quand on célèbre justement la victoire des étalons, c'est tout à fait normal justement qu'à travers également les 12 PCA que nous organisons également aussi dans la même soirée. Donc c'était une fête pour moi assez glamour. C'est vrai que également les artistes ont répondu massivement présents. C'est une 5e édition pour moi qui va grandissant. Tout en fêtant la victoire des étalons, les artistes se sont donné rendez-vous en 2018 pour la 6e édition. Tenkodogo a vibré ce week-end au rythme du festival Nord-Sud. Comme son nom l'indique, c'est un festival d'intégration culturelle entre la France et le Burkina Faso. Ce rendez-vous culturel est un aspect de la coopération qui existe entre la ville de Tenkodogo et la ville d'Étole en France. Défilés traditionnels et prestations d'artistes français et burkinabés ont constitué les temps forts de la nuit culturelle organisée à cet effet. Le reportage de Daouda Ouattara et Draman Guinée. Des parades traditionnelles pour redonner vie à la culture ancestrale burkinabé. À la tête du défilé, flottent 2 drapeaux, le drapeau burkinabé et celui français. Nous sommes au festival Nord-Sud, une biennale d'intégration culturelle née de l'amitié entre la ville de Tenkodogo et celle d'Étole en France. Nous avions aujourd'hui, dans le cadre de ce festival, profité élaborer un programme de coopération décentralisée entre la commune d'Étole et la commune de Tenkodogo pour un financement de moins 100 millions de francs CFA pour les infrastructures d'assainissement à travers la ville et les villages environnants. On cherche à faire vivre la culture, une culture qui soit basée effectivement sur un patrimoine, mais un patrimoine vivant. Et cette 5e édition du Festival Nord-Sud nous permet d'avoir des échanges autour de ce patrimoine culturel et de faire vivre de nouvelles expressions artistiques. Maintenant, place à la nuit culturelle au centre des loisirs. Un couple français se balade sur la piste. C'est le spectacle des partenaires. En face, des troupes du terroir. Et en fait, je suis tombé amoureux de cette ambiance-là africaine. En France, on en fait également. En France, les spectacles traditionnels, on appelle ça des danses folkloriques. De la musique moderne, il y en avait aussi à voir avec le groupe Tenko Jazz. L'apothéose de la soirée est assurée par Dez Altinou avec tout son staff. La 5e édition du Festival Nord-Sud a tenu toutes ses promesses. Rendez-vous en 2019 pour la 6e édition.
Et puis c'est parti pour la 5e édition du FIDO, le Festival international de danse de Ouagadougou. C'est un événement qui connaît la participation d'artistes chorégraphes venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et des Caraïbes. Ils donneront à voir leur talent en matière de danse contemporaine. Le lancement de ce festival placé sous le signe de la paix est intervenu hier à l'Institut français. Le reportage de Nongba Kouda et Kadi Sanogo. C'est parti depuis ce samedi 28 janvier 2017 pour la 5e édition du Festival international de danse de Ouagadougou FIDO. Un festival de danse qui vise à promouvoir et à valoriser la danse contemporaine. Venus d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et des Caraïbes, les artistes et chorégraphes vont pendant une semaine démontrer leur talent au public. L'édition 2017 est placée sous le thème de la paix. Après ce que nous avons traversé, nous sommes en train de construire. On a besoin de la paix au Burkina. Nous avons surtout besoin de la paix sur tout le continent africain et dans le monde entier. Parce que c'est important. Parce qu'en ce moment, ça bouge dans tous les sens de manière assez négative. Et nous, ici, on veut construire, on veut pousser pour que tout revienne comme avant. Qu'on puisse vraiment vivre tranquillement et œuvrer à construire notre pays et puis à se développer. Cette initiative de la chorégraphe burkinabé Irène Tassambedo a rencontré l'assentiment du parrain. Nous apprécions ici l'œuvre de Irène Tassambedo, cette grande dame de la culture, ce patrimoine culturel en elle-même de la culture burkinabé qui, nous l'avons connue à travers la danse, à travers son école. Aujourd'hui, le FIDO s'inscrit dans le paysage culturel de la ville. C'est une fierté pour nous de parrainer ce festival et de l'accueillir dans notre ville. Pour cette 5e édition, le public aura le privilège de découvrir les œuvres de 20 compagnies à l'Institut français, au CDC La Termitière, à l'école de danse Irène Tassambedo, ainsi que dans plusieurs autres lieux de la capitale. Actualité hors du Burkina Faso, en France, c'est Benoît Hamon qui sera le candidat de la gauche à l'élection présidentielle. Il a remporté la primaire de la gauche ce dimanche même avec 58,65% de voix contre 41,35% pour Manuel Valls. Et puis, pour la première fois depuis qu'il est président, Donald Trump s'est entretenu avec Vladimir Poutine. On apprend de cet entretien téléphonique que les États-Unis et la Russie vont avoir une relation d'égal à égal, notamment dans la lutte contre le terrorisme. En dehors de Vladimir Poutine, le président américain a communiqué avec les dirigeants japonais, allemands et français. La conversation a duré 45 minutes. Samedi après-midi, heure de Paris, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone. Ils se sont engagés à développer des relations d'égal à égal, selon le Kremlin, pour lutter contre le terrorisme international et notamment contre le groupe État islamique. Les deux présidents s'échangent des amabilités depuis plusieurs semaines, mais pas question à ce stade pour Donald Trump d'envisager de lever les sanctions imposées à la Russie après l'annexion de la Crimée en mars 2014. Après une conversation avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe qu'il rencontrera à Washington le 10 février, Donald Trump s'est également entretenu avec Angela Merkel. Selon un communiqué conjoint de Berlin et de Washington, les deux pays ont reconnu le rôle fondamental joué par l'OTAN. Donald Trump a également discuté avec François Hollande qui l'a mis en garde contre une approche protectionniste. Encore des migrants sauvés de noyades au large du littoral libyen. Cette fois-ci, les gardes-côtes italiens soutenus par une ONG espagnole ont secouru plus de 1000 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe. Même si l'hiver a un peu ralenti les flux, des centaines de migrants continuent de risquer leur vie en Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes. Vendredi, au large du littoral libyen, une ONG espagnole et des gardes-côtes italiens ont sauvé de la noyade 1104 personnes entassées dans des canaux à 2 doigts du naufrage. Un migrant n'aurait pas survécu à la traversée. Selon l'ONU, 5000 migrants se seraient noyés en Méditerranée l'an dernier et l'Italie aurait accueilli plus de 180 000 personnes sur son territoire en 2016, soit près de 500 000 migrants au total ces 3 dernières années. Selon le ministère italien de l'Intérieur, près de la moitié de ces migrants n'obtiendront jamais le statut de réfugiés. Rome compte désormais accélérer les procédures d'expulsion. Depuis 2014, 16 000 personnes auraient déjà été rapatriées.
Cette brève information à sport pour terminer. Burkina Faso-Égypte, c'est l'affiche de la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ce soir même, les Pharaons ont arraché leur ticket pour les demi-finales en s'imposant sur le score d'1-0 devant le Maroc. La deuxième demi-finale mettra aux prises les Lions du Cameroun au Black Stars du Ghana. Les Ghanéens ont pris le dessus cet après-midi sur les Léopards du Congo par le score de 2-0. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.